à satisfaire le client et arriver à lui donner ce dont il a envie. Faire attention aussi que les équipes ont ce dont elle a besoin de façon matérielle, mais aussi des informations, qu'on aille bien, que tout le monde s'entende bien, qu'on avance bien sur le projet, choisir les priorités, puisqu'on travaille en général sous un budget et comme on travaille de manière agile, ben les scopes peuvent changer au fur et à mesure. Il faut aussi voilà, aligner tout cela. Donc j'ai pas mal de personnalités, de responsabilités de ce côté-là, mais aussi en plus de ça, bien voilà, en tant que voilà, que membre du management de B12, on pense aussi à la stratégie, au recrutement, à comment on va évoluer, quelles sont nos cultures, notre valeur et nos objectifs en tant que société. Mais j'ai aussi une vie personnelle, donc je ne suis pas quelqu'un qui ne fait que travailler. Et dans ma vie personnelle, bien j'ai 2 enfants. J'adore la danse, donc je fais 3 cours de danse par semaine. Je fais un petit peu de jogging. J'ai beaucoup d'amis que j'aime beaucoup voir. Certains d'eux, nous écoutent, je pense. Hem et donc voilà, ça fait partie, des choses, c'est qu'il est important d'avoir les 2 aspects, je pense, dans sa vie, une vie personnelle et une vie professionnelle. Si je dois caractériser mon parcours et je vais vous en donner, plus de détails par après, mais je pense que ce qui caractérise le plus mon parcours, c'est que j'ai toujours, ben, voilà, essayé de saisir les opportunités qui se présentaient à moi et de les suivre et ça m'a menée très loin. Mais voilà, pour le moment, je vais arrêter un peu parler de moi, je vais un peu parler de B12 et pas pour parler de B12, mais pour parler de ce qu'on y fait pour l'inclusion des femmes. Alors la photo que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise hier, il faisait très beau d'ailleurs, hem et hier, on a reçu chez B12, 5 jeunes femmes qui étudient tous, qui sont toutes ingénieurs, enfin qui sont en bachelier d'ingénieur à l'ULB, et qui font partie de l'association Women in Tech de l'ULB, que l'on soutient et on les a accueillies. Elles sont venues voir, voilà, elles ont passé un petit peu de temps avec les différents profils, féminins qui travaillent chez B12 et on leur a donné des petits workshops pour voir, voilà, comment travailler en entreprise, comment travailler chez B12 et on a discuté, des challenges et des opportunités que ça représentait. Donc merci à elles, c'était très inspirant de parler avec elles parce que c'était des jeunes femmes extrêmement, curieuses d'apprendre et motivées, donc c'était très chouette. Alors, les femmes chez B12 Consulting, je pense que c'est assez représentatif du monde, de l'IT. Donc nous sommes 31 employés et partenaires, donc nous sommes 31 en tout, dont 8 femmes, donc c'est un petit peu moins qu'un quart si je calcule bien, donc c'est un peu plus qu'un quart. Mais si on regarde plus en détail, ces femmes, ben, c'est pas tous des profils techniques. Donc 3 font partie de ce qu'on appelle le groupe, People et Business. Donc il y a une personne légale, une personne qui s'occupe de la communication et de tout ce qui est business développement et une personne qui s'occupe, des ressources humaines. 2 sont expertes, UX, UI, qui est aussi alors ça se discute, hein, mais qui a un profil quand même plus soft que vraiment les développeuses ou les data scientists. 2 ont un rôle dans le management, c'est-à-dire, celle qui est la chef, si je peux l'appeler comme ça, du groupe People et Business, c'est moi-même. Puis on a une développeuse et une data scientist. Donc si on regarde à ce niveau-là, il y a vraiment, beaucoup plus de jeunes développeurs et de jeunes data scientists que masculins que féminins. Alors on voit une certaine égalité homme-femme, et donc en particulier toutes les positions de ce qu'on appelle support sont toutes féminines, donc là le biais est inversé. Mais on se débrouille pas trop mal quand même parce que, les femmes sont représentées à tous les niveaux de la hiérarchie qui n'est pas, on essaie de pas être très hiérarchique, mais il y a quand même du management, il y a quand même des femmes dans le management et on a fait, récemment une petite analyse HR qui montre que, il y a pas de biais de salaire, donc les hommes ne sont pas payés. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, dans les études qui sont faites. Chez B12, les hommes ne sont pas payés plus, à même responsabilité, que les femmes. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui quittaient B12, que d'hommes. Donc ce qu'on appelle l'attrition, les départs anticipés, que ce soit eux qui quittent pour beaucoup de raisons, hein. C'est parce que je me suis rendu compte que c'est pas ce que j'aimais faire, parce qu'il y a une mésentente, ça arrive plus au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Alors ce qu'on s'est rendu compte aussi, bon, ce biais, il vient en partie du fait, bah, c'est le recrutement. On sait bien qu'il y a beaucoup moins de femmes qui étudient, l'IT que des hommes.
Mais on voulait pas se cacher derrière ça et on s'est aussi rendu compte, chez B12, on fait tous les ans une évaluation. C'est une évaluation 360, c'est-à-dire qu'on est évalué par nos supérieurs, par ceux, qui sont en dessous de nous ou qu'on manage et aussi des collègues au même niveau, mais on fait aussi une auto-évaluation. Et ce qu'on s'est rendu compte, hem, c'est que les filles étaient extrêmement plus, autocritiques dans ces auto-évaluations, donc par rapport à l'évaluation des autres, elles se mettaient toujours en dessous et que c'était le contraire chez les hommes. Et donc ça, c'était il y a à peu près il y a 1 an parce que nos rounds d'évaluation sont en mai-juin et donc les partenaires, sont venus vers moi étant la seule femme en management en me disant: «Mais il faut faire quelque chose parce que déjà qu'elles sont difficiles à recruter, mais si en plus elles ne se mettent pas en avant, si elles s'autocritiquent trop et que ça peut, ralentir leur carrière, c'est vraiment dommage, on peut pas laisser les choses comme ça». Donc on a monté un groupe qu'on appelait Women at B12, qui, je pense, a débloqué certaines choses. Donc ça a permis d'abord d'avoir un lieu de parole, donc on n'était que les filles, on expliquait, ben, ce qu'on ressentait par rapport aux hommes, comment on se sentait. Ou voilà, on a aussi lu des articles sur le fait que voilà, les femmes étaient peut-être moins confiantes, que les hommes. On a fait des jeux de rôle, un peu des situations, mais on s'est vite rendu compte que c'était quelque chose qui s'épuisait assez vite et qu'on avait du mal à concrétiser vraiment, cette problématique. Et donc on a, ici très récemment, pu participer à 2 workshops, qui s'appellent Level It Out, qui sont, organisés par Hageria et par Inclusion Now et où ils disent, d'ailleurs que c'est mieux de parler d'un plan de diversité, équité et inclusion qui inclut plus que le problème, homme-femme et donc qui s'adresse au fait qu'il faut inclure tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les différents backgrounds, de différentes études et que justement la diversité apporte énormément. Donc voilà, voilà pour B12. Maintenant, comme je suis quand même une scientifique, j'aime quand même bien m'appuyer m'appuyer sur des nombres qui viennent d'études un peu correctes. Donc, Eurostat, après les chiffres ne sont pas d'hier, ils sont de 2017, donc ils ont peut-être un peu changé, mais c'est pas des choses qui changent très vite non plus. En 2017, il y avait 17,6 millions, de femmes et d'hommes, scientifiques et ingénieurs, dont seulement 41 étaient des femmes. Donc il y a un biais, je dois dire que je m'attendais à ce que le biais soit un peu plus grand, mais il y a quand même un certain biais. Bien sûr, scientifique, ça représente énormément de choses. Mais ce qu'on voit, c'est que ça dépend fortement du pays. C'est-à-dire que, bah, il y a des pays qui font très bien, comme la Lituanie, où le biais est même inversé et il y a des pays comme la Hongrie ou le Luxembourg où c'est, inversé dans l'autre sens. En Belgique, on ne se comporte pas trop mal, donc on est quand même en dessous des 50. Si on regarde plus spécifiquement à l'ICT, ben là, c'est vraiment plutôt pire. Donc, la moyenne européenne est à 17. Les pays qui font mieux, la Bulgarie, la Roumanie arrivent péniblement au-dessus de 25. Et en Belgique, on est à un peu moins de 20. Donc ça reste quand même très, 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 très bas, en termes de proportion de femmes qui travaillent, qui sont considérées comme spécialistes, IT. En Belgique, alors ça, c'est des nombres qui sont un peu plus, récents, qui viennent d'Agoria. D'ailleurs, un grand merci à Laurence Jacobs qui me les a, partagés. Donc il y a 22 des femmes qui travaillent dans l'industrie technologique en Belgique. Seulement 18 d'elles ont des fonctions IT. Enfin, je veux dire 18 des femmes ont des fonctions IT, et seulement 10 des fondateurs d'une compagnie tech sont des femmes. Donc ça, c'est vraiment, combiner la technologie et l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui n'arrive pas souvent pour les femmes. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a vraiment, des opportunités parce qu'il y a 21 000 postes vacants dans le secteur de la tech en ce moment et donc il y a beaucoup de place à prendre pour les femmes et des opportunités de trouver des jobs à la fois intéressants et bien payés. Hem Alors c'est aussi très intéressant d'un point de vue des compagnies parce que, voilà, les études montrent que les compagnies qui travaillent avec des équipes, diversifiées, elles ont d'une part 36 elles font 36 plus de profit et elles sont 6 fois plus innovatrices. Donc la diversité amène vraiment, à un esprit de créativité et de, hem, pardon et de profitabilité.
Et aussi les gens qui travaillent pour ce qu'on appelle des leaders inclusifs, hein, et il y a beaucoup de formations qu'on peut faire autour de ça, sont 84 plus motivés que, il y a plus de motivés parmi ceux qui travaillent pour ce genre de leader que pour les autres. Alors ce qui est important, et j'ai déjà parlé, hein, parler seulement du biais homme-femme, c'est trop restreint. Il faut se rendre compte que, le biais dépasse vraiment celui du genre, et que la plupart des CEO et des managers sont principalement des hommes, mais aussi des hommes blancs, et donc le problème de diversité dépasse certainement celui, du genre. Alors, je vous ai dit, hein, le fait qu'on trouve moins de femmes dans l'ICT, c'est l'excuse qu'on entend souvent. Oui, mais quand on les recrute, et pour participer au recrutement, je peux dire que sur 50 CV, on en a parfois 2 ou 3 de femmes. Bah, c'est qu'il y a moins de femmes qui étudient, ce genre de, alors ici, j'ai les nombres que pour l'ICT et pas pour la technologie de façon, plus générale, mais en Belgique, par exemple, il n'y a que 37 d'étudiantes féminines qui terminent, des études en ICT. Ce sont encore des nombres d'Eurostat. Alors, bon, ça, c'était un peu les nombres, c'est mon côté un peu statisticienne qui ressort. Hem, Maintenant, depuis que je travaille dans le domaine technologique, il y a quand même 2 gros stéréotypes qui revient et qui sont utilisés parfois comme excuses ou raisons pour lesquelles les femmes sont moins représentées dans ce genre de travail, et le premier, et c'est des choses que j'ai entendues très souvent, c'est: «Les femmes sont plus émotionnelles que les hommes». Alors je ne sais pas quels sont tous les sous-entendus qui se cachent derrière ce stéréotype, mais encore une fois, en bonne scientifique, et c'est avec le Women at B12, c'est un des sujets sur lesquels on a travaillé. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce stéréotype, cette impression qu'ont énormément de gens, est-ce qu'il est vraiment, réel? Alors, en fait, ce qu'on trouve quand on lit un petit peu de la littérature, et malheureusement, c'est ma collègue qui a préparé ces slides, et je n'ai pas, les références, mais plusieurs études montrent que les femmes expriment plus leurs émotions que les hommes, mais pas forcément qu'elles le ressentent plus. Et une des expériences qui a été faite, la méthodologie consistait, à choisir 8 types d'émotions, donc la peur, la joie, la colère, et bien d'autres. Montrer ces 16 vidéos qui incluent, donc ils avaient 16 vidéos incluant tous ces types d'émotions, et alors ils ont pris un marqueur biologique, donc pas subjectif, mais un marqueur biologique pour voir comment réagissaient les hommes et les femmes à ces vidéos, qui est la fréquence cardiaque. Donc ils mesuraient si la fréquence cardiaque des gens changeait au fur et à mesure de la vidéo ou pas. Et pour l'expression des émotions, d'ailleurs je vois qu'il y a des fautes de frappe, hem ils demandaient juste aux gens ce qu'ils avaient ressenti. Donc les conclusions qui en sont sorties, c'est que les hommes ressentent même plus, vo la même chose, voire plus, au niveau des émotions. Donc leur fréquence cardiaque était plus changeante. Mais par contre, on voyait que certaines émotions, étaient plus marquées donc si on parle de tristesse, par exemple, était plus marquée chez les femmes, la colère plus chez les hommes. Donc il y avait une différenciation dans le type d'émotions, que ressentaient, et la force qui était ressentie de ces émotions entre les hommes et les femmes. Mais ce qui était constant, c'est que les femmes l'exprimaient plus que les hommes. Alors est-ce qu'on peut expliquer ça de façon scientifique? Donc la différence entre l'expérience émotionnelle, qui est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur, la façon dont le corps réagit, et la démonstration de ces émotions, donc montrer ses émotions. Donc quels sont les facteurs? Alors il y a des spéculations, bien sûr, c'est très difficile de montrer scientifique, hein. L'un est anthropologique, sur l'évolution des hommes et des femmes. Donc c'est vrai que il y a très longtemps, les hommes devaient être sensibles au danger car ils devaient protéger leur famille, ils devaient aussi aller chasser, donc toutes ces perceptions, de danger, de peur, devaient être, très 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 aiguës, alors que les femmes, elles, bon, elles devaient s'occuper des enfants, et elles avaient besoin d'être et de soutien, et donc elles devaient pouvoir exprimer leurs sentiments et leurs émotions pour pouvoir, accéder à ce à cette aide, de la communauté.
il semblerait aussi que, bah, notre culture et la façon dont les parents notamment élèvent leurs enfants jouerait un rôle important dans l'évolution des expressions des sentiments des enfants. Et ils ont par exemple, il existe par exemple une étude où ils ont pris des vidéos de pères et de mères qui jouent à un jeu compétitif avec leurs enfants et ils ont observé ces vidéos, ils ont observé les émotions exprimées par les enfants, d'une part, et la réaction ou l'attention que les parents, donnaient à ses émotions, hein, ou à l'expression de ses émotions. Ils se sont rendus compte que d'une part, les filles expriment plus d'émotions qu'on dit soumises, donc de tristesse et d'anxiété que les garçons, alors que les garçons, eux, démontraient plus, des émotions qu'on appelle désharmonieuses, c'est-à-dire de la colère et de la joie. Mais non seulement ça, mais en plus, les parents réagissaient beaucoup plus pour les filles aux expressions soumises et pour les garçons aux émotions, désharmonieuse. Donc non seulement, donc on renforce, en tant que parent, enfin la plupart, j'essaie certainement de pas le faire, mais la plupart des gens ont tendance à renforcer ces habitudes chez les enfants. Alors la société et ce qu'elle attend influence aussi le développement des émotions, et ceux dès l'enfance. Par exemple, on peut étudier qu'à 4-5 ans, les filles ont tendance déjà à supprimer de façon consciente, pas consciencieusement, pardon, de façon consciente, c'est traduit de l'anglais, l'émotion de la colère. Donc elles le retiennent très fort. On voit que les garçons expriment plus que les filles dès 7-8 ans l'émotion de colère. On voit aussi, par exemple, que les hommes vont réagir très différemment, si un homme a des situations où il y a un appel émotionnel qui est incompatible avec les stéréotypes, donc typiquement s'il se passe quelque chose de triste, ils vont beaucoup plus le cacher s'il y a un autre homme présent que s'il y a que des femmes. Donc c'est aussi, l'attente et la pression, sociétale. Et on se rend compte aussi que les hommes qui manifestent, de la tristesse ou de la dépression, de la peur, sont évalués très négativement par rapport à des femmes qui exprimeraient les mêmes sentiments. Et à l'inverse de la colère, ça c'est les femmes qui seraient, alors évaluées ou jugées plus négativement que les hommes si elles expriment de la colère. On se rend compte aussi que les femmes ont tendance beaucoup plus à sourire pour être plus attrayantes, dans un public qu'un homme le ferait. Donc il y a aussi tout cet environnement qui nous conditionne à avoir des réactions plus spécifiques. Hem Donc on voit en fait, pour conclure avant de passer à à l'étape suivante, que les émotions, on les ressent de la même manière. On réagit peut-être plus à d'autres émotions parce qu'on est conditionné pour, mais surtout que les femmes le montrent beaucoup plus, ce qui n'est peut-être pas quelque chose de négatif. Alors le deuxième stéréotype et je dois avouer que je l'ai entendu encore, vendredi passé à justement un de ces workshops de diversité, équité et inclusion et je suis presque tombée de ma chaise. C'est de dire: «Mais oui, il y a moins de femmes dans l'IT, mais les hommes ont quand même un esprit plus analytique que les femmes, c'est tout à fait normal». Ça me fait un petit peu bondir, je dois avouer. Encore une fois, si on va regarder un peu des résultats, alors TIMSS, c'est une étude internationale, au niveau de l'éducation où, on va, enfin, il y a tout un déploiement qui va dans énormément de pays, hein. Je crois que là, il y en a une bonne vingtaine. Faire le même test dans toutes les langues, dans plusieurs pays, en mathématiques et en sciences au grade 4, donc c'est ce que représente en Belgique la quatrième primaire. Et donc tous ces enfants ont le même test en mathématiques où on les teste sur plusieurs, niveaux, de mathématiques. Et donc ici, ce sont les résultats où on voit, ici à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc à gauche, ce sont les filles, c'est quand les filles ont un meilleur score et à droite, ce sont les garçons. Alors l'échelle, elle va de -80 à +80, donc ici on est à -40 jusqu'à +40. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la moyenne du score, elle est plus ou moins à 500, donc c'est vraiment minime. Donc ces résultats sont de 2019, la Wallonie n'y a pas participé, mais la Flandre y a et on voit qu'en Flandre, par exemple, le score est meilleur pour les garçons, mais c'est seulement de 11 points sur 500, ce qui est quand même assez minime. Hem, donc c'est moins de 2 si je ne me trompe pas et internationalement, donc je pense que c'est, statistiquement significatif. Internationalement, la différence n'est que de 4 points. Donc ça, c'est si on dit, analytique, c'est le score en maths, on voit quand même que la différence est très minime.
Si on passe aux sciences, il y a plus que 3 points en Flandre et internationalement, c'est le contraire. Donc si on regarde la moyenne de tous les élèves qui ont participé, les filles, ont un meilleur score que les garçons, je pense aussi de 3 ou 4 points. Donc encore une fois, il faut faire attention quand on parle de capacité analytique. En plus, plusieurs articles, il y a beaucoup plus il y a un consensus de plus en plus grand qui dit que, en fait, les femmes sont aussi intelligents que les hommes. Peut-être que certaines parties de leur cerveau est développée plus chez les femmes ou plus chez les hommes. Par exemple, des études montrent, que les hommes ont une plus grande intelligence spatiale et les femmes une plus grande intelligence verbale. Mais ça, bien sûr, on parle en moyenne, donc il faut aussi faire attention. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont moins bonnes que tous les hommes ou le contraire, donc il faut aussi faire très attention avec ces études qui parlent de moyenne, d'une part et puis on se rend de plus en plus compte que ces différences entre hommes et femmes, elles ne sont pas génétiques, hein, elles ne sont pas là à la naissance, elles sont aussi causées par des différences sociétales, environnementales et culturelles, dans la façon dont on est né, ce qu'on attend des gens, ce qu'on voilà, le conditionnement et le cerveau étant en constante évolution, eh bien, on peut prendre différentes directions. Notamment les filles étant plus anxieuses, il y a certaines études qui montrent que si on prend en compte toutes des variables environnementales, que la différence garçon-fille sur des tests en mathématiques, par exemple, est réduite. Je pense que c'est le 2e article ici en dessous. Donc voilà, ces 2 stéréotypes, pour moi, sont des vrais stéréotypes qui n'ont aucune raison d'être et le monde scientifique, et psychologique a de plus en plus d'évidence que qui ne sont pas, réels. Alors, ce slide-ci, il m'a énormément intéressée quand je l'ai lu pour la première fois encore. C'est de Laetitia Josse, ma collègue, et pas de moi. Mais ça m'a fait énormément penser. Donc, on a chez B12, on a un meeting de management toutes les semaines. Et ce meeting, maintenant on est 2 femmes, mais jusqu'à récemment, j'étais la seule. Et c'est vrai qu'avant d'y rentrer, moi j'avais l'impression de me gonfler à l'intérieur et de me dire: «Je vais devoir parler fort», m'imposer vraiment très fort. Et donc on se rend compte en effet que si on observe dans un groupe, les hommes sont souvent plus enclins à prendre la parole que les femmes, d'abord. C'est juste un fait de façon générale et que lorsqu'une femme parle, il est statistiquement plus probable qu'un collègue masculin l'interrompe ou parle plus fort qu'elle que dans l'autre sens. Alors ça, c'est en tout cas de mon expérience, c'est tout à fait vrai. Heu donc il faut vraiment lutter contre ce stéréotype et si on réfléchit scientifiquement pourquoi, apparemment les voix masculines et féminines n'activeraient pas les mêmes régions du cerveau quand on les écoute et donc les signaux vocaux, sont plus facilement décolletés quand ils sont masculins pour un homme que c'est lorsque c'est une femme. Donc les hommes seraient plus entraînés à comprendre et écouter des hommes que des femmes. Mais il faut faire très attention, bien sûr, ça c'est encore, ça dépend de toute l'évolution sociale et de l'éducation qui s'est passée avant et c'est quelque chose qu'il faut, certainement, combattre. Donc je dirais, les filles, il faut parler bien fort, il faut vraiment s'imposer. Si on vous interrompt, dit: «J'étais en train de parler, tu veux bien m'écouter jusqu'au bout?» C'est important et je pense qu'il y a un vrai rôle des hommes à faire attention à ça aussi, à donner, plus systématiquement la parole aux femmes, hem et faire très attention à ne pas les interrompre. Il y a d'ailleurs plusieurs applications qui existent, qui permettent dans une réunion de rentrer combien il y a d'hommes et de femmes et de mesurer si les temps de parole sont égaux. C'est une chose assez chouette à faire comme petite expérience. Alors, maintenant que j'ai un peu cassé les stéréotypes que je vous ai montrés, pour moi, il y a aucune raison qu'il y ait pas plus de femmes dans la tech parce que les qualités qui, pour moi, sont vraiment nécessaires pour travailler dans un job de tech ou plus particulièrement d'ICT, il y en a 4 grands. D'abord, il faut être analytique, il faut savoir décomposer un problème, le comprendre, il faut savoir synthétiser, donc il faut savoir zoomer dans les problèmes, il faut savoir aussi, prendre de la hauteur par rapport à ça. Il faut savoir communiquer clairement. Alors ça, c'est peut-être où le stéréotype est inversé. Je pense que les femmes sont de plus bonnes communicatrices parce qu'elles y sont, plus entraînées et alors ce qui est très important parce qu'en particulier l'ICT, c'est quand même un domaine qui bouge assez bien, il faut savoir apprendre de nouvelles technologies et des nouveaux concepts assez, rapidement.
Donc voilà, basée là-dessus, il y a aucune raison que ce billet existe. Alors mon parcours à moi, donc je vous ai dit au début, j'ai, j'ai surtout, suivi, les opportunités qui se sont présentées. Donc j'ai fait Marito, comme tout le monde en français. J'étais 1 an à l'avance un peu par hasard, donc et j'avais un pari avec mon père que si je ne parlais pas néerlandais à la fin de Marito, correctement, mon père étant bilingue, j'irais refaire Marito en néerlandais, ce que j'ai fait. Et donc après 1 an, de refaire Marito en néerlandais qui n'était pas toujours facile, je me suis dit, que si j'allais à l'université en 4 ans en français, ben, tous ces efforts seraient, perdus, et j'ai donc décidé d'aller faire un master en mathématiques parce que j'ai eu un professeur de mathématiques en 4e, humanité qui m'avait beaucoup, inspirée. Je voulais être prof de maths, donc j'ai été étudier les maths à la KU Leuven. Quand j'ai fini mon master, mon promoteur de thèse m'a dit: «Mais tu dois vraiment faire un doctorat, donc tu as tout fait les capacités, je t'y encourage». Et donc j'ai eu la possibilité de faire un doctorat dans le département. Alors, quand j'étudiais les maths, on n'avait pas, il y avait quand même assez bien de femmes qui étudiaient les maths. Je pense que, la plupart, en tout cas de mes amies, elles sont toutes passées dans l'enseignement. Donc là encore, c'est un biais qui y arrive. Hem, Après j'étais faire un doctorat en physique théorique, et là c'était un monde extrêmement masculin. J'ai jamais ressenti, moi-même, un problème, j'ai jamais eu l'impression d'être traitée différemment, mais d'autres m'ont dit par après que j'avais sans doute été sous-estimée parce que j'étais une femme. Je ne saurais jamais si c'est vrai. Heu, mais donc voilà, je n'ai pas eu j'ai eu un promoteur qui était très inspirant. Je pense que lui, certainement, ne faisait pas de différence. Hem, voilà, j'y ai rencontré mon mari, et mon mari, lui, voulait faire un postdoc après ses études, donc il m'a embarquée pour Hambourg, en Allemagne, où j'ai été travailler pour l'IEA. IEA, ça c'est pour, International Association of the Assessment of Educational Achievement. Donc c'est eux notamment qui font les études internationales comme TIMSS, qui mesurent, les hommes enfin les garçons et les filles, qui mesurent un score en mathématiques et en sciences pour les élèves dans différents pays. Et là, j'ai été expert en statistique, et là, j'ai eu la grande chance de travailler avec Sabine Mein, qui était, de quelques années mon aînée, qui avait déjà une famille, qui avait déjà beaucoup réfléchi au work-life balance, et qui m'a pour moi, c'est vraiment, ça reste quelqu'un de très important, dans ma carrière, parce qu'elle m'a vraiment montré, en fait, qu'on pouvait, bah, voilà, qu'on pouvait construire une carrière et être une très bonne mère, et une très bonne épouse, et que c'était tout à fait, possible de combiner tout ça. Alors ensuite, on a de nouveau déménagé. Je dois vous avouer que j'ai suivi mon mari encore une fois, donc j'ai vraiment suivi les opportunités en Suisse, où j'ai travaillé pour le centre d'expertise, pour les enquêtes en sciences sociales. Donc là, je travaillais en tant qu'expert en méthodologie d'enquête, pendant 3 ans, 2 ans et demi plutôt. Et là aussi, j'ai rencontré des gens très inspirants, et je dois dire autant des hommes et des femmes qui m'ont vraiment donné confiance en moi, qui m'ont montré que mon travail avait vraiment de la valeur, et qui m'ont soutenue. J'ai eu une de mes 2 filles, à Hambourg, et l'autre en Suisse, donc c'était aussi, au moment des maternités et les moments pas toujours faciles, on dort pas beaucoup la nuit, donc j'ai eu énormément de support. C'était vraiment des années, très, très enrichissantes. Et puis je suis revenue en Belgique, où j'étais assistante en statistique à la faculté de sciences sociales, et j'ai refait un doctorat en méthodologie d'enquête. Donc ça, c'était un milieu qui était plus dans les sciences sociales, et c'est plus, hem, équilibré, je dirais. Mais au bout de 5 ans, voilà, je me suis rendu compte que la vie académique, ça avait ses limites, et donc je suis repassée dans le privé, où je suis, aujourd'hui, chez B12. Alors,
voilà, je voulais un peu, j'arrive près de ma conclusion. Je n'ai pas tout à fait parlé 40 minutes, mais ça nous permettra d'avoir quelques questions-réponses. J'ai eu très peu de vraiment mauvaises expériences. J'en ai eu une vraiment désagréable où j'ai un de mes supérieurs qui m'a dit un jour: «Mais oui, toi, tu obtiens toujours tout ce que tu veux, parce que tu es plutôt jolie». Ça, c'était très, j'ai certainement pas bien réagi non plus. J'ai rien répondu parce que j'étais juste un peu, abasourdie. Mais en 2003, donc en 20 ans de carrière, c'est la seule vraiment expérience, désagréable qui m'est arrivée. J'ai rencontré beaucoup de personnes et je dois dire des hommes et des femmes qui ont été très inspirants et très soutenants et qui pouvaient très bien comprendre, donc heu, voilà. Et pour conclure, ben, le rôle des hommes et des femmes dans l'inclusion des femmes, mais aussi l'inclusion de tout le monde est un problème qui doit être pris au sérieux par tous. Et c'est vrai que j'ai tendance à voir que c'est souvent des femmes qui prennent le lead dans les problèmes de diversité et d'inclusion, et d'équité. Donc ce serait vraiment bien que les hommes s'y impliquent plus activement. Alors voilà, je dois dire que je connais énormément d'hommes dont pour lesquels c'est le cas, mais peut-être un appel pour ceux qui pensent que c'est encore aux femmes à faire l'effort. Et je voudrais terminer par, un event qui se passe la semaine prochaine, qui s'appelle Break the Bias dans le contexte de la European AI Week, où on a quand même énormément de gens, high level disons qui vont venir parler, qui vont faire une round table. C'est, jeudi soir. N'hésitez pas à vous inscrire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah voilà, je vois Q&A, je dois aller Ouais. parmi les valeurs de l'entreprise B12, est-ce qu'on y retrouve des valeurs mettant en avant l'inclusion de tous? C'est une bonne question. Alors certainement, parce que je dois dire qu'on reçoit du budget pour le faire, on reçoit du temps, c'est vraiment considéré comme un projet. Alors ce qu'il faut dire, c'est que bon, bah, voilà, B12, on est 30 maintenant, on était 20 il n'y a pas longtemps, on était 10 il y a très longtemps. Donc je pense que les problèmes, d'inclusion sont enfin, ou la problématique ou la thématique d'inclusion est quelque chose qui est plus spécifique à des plus grandes, compagnies, mais c'est quelque chose où maintenant on fait très, très attention. Donc, on l'a pas encore écrit sur papier que ça fait partie de nos valeurs, mais on a un plan stratégique, enfin, on a une stratégie, on travaille une stratégie d'inclusion pour le moment. Donc c'est certainement de nos valeurs. Moi j'ai une question, je vais vous la poser comme ça en parole, par la parole. En fait, j'ai eu quelquefois des femmes, je vais dire plus âgées que moi, je vais dire des mamans même, qui m'ont dit comme quoi, quand elles étaient plus jeunes, genre quand elles avaient dans la vingtaine et qu'elles cherchaient du travail, il y a des employeurs qui leur demandaient si elles vont avoir des enfants. Et si si tu dis que tu vas avoir un enfant, t'as moins de chances que les autres, celles qui disent clairement qu'elles n'auront pas d'enfants. Donc, ma question, c'est est-ce que vous, ou bien est-ce que vous avez entendu parler autour de vous dans la tech, ou même pour vous, si vous avez rencontré ce genre de situation, quoi, par rapport à des employeurs qui privilégient les femmes qui n'ont pas l'ambition d'avoir des enfants? Alors moi, j'ai eu ma première fille en Allemagne, et en Allemagne, ils avaient à l'époque, ils favorisaient vraiment le fait que les femmes qui, en plus, avaient un certain niveau d'éducation aient des enfants. Donc je pense que c'était déjà interdit. Je pense qu'en Belgique, maintenant, c'est interdit de même poser la question, hein. C'est vraiment quelque chose dont on n'a pas le droit en interview de poser la question. Je dois dire que ça m'est jamais arrivé. C'était peut-être parce que j'étais en Allemagne. En Suisse, c'était plus alors en Suisse, c'était plus difficile. Donc mais dans l'autre sens, quand j'ai eu ma fille et que je suis retournée travailler, là, par exemple, la pédiatre m'a dit: «Mais vous avez un enfant, vous ne pouvez pas retourner travailler». Donc c'était quelque chose pour moi qui était, mais la Belgique, en général, est quand même assez ouvert, je pense pas qu'on trouve que les femmes ne doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants. Je pense que la Suisse a un côté plus conservateur dans ce sens. Je sais pas si ça répond à ta question, Ah Kevin. oui, ça va. Je dois dire de manière générale, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai laissé couler sur la carapace, mais j'ai pas souvent ressenti moi, un sexisme ou des choses contre moi.
Mais j'ai eu des emplois pour lesquels j'étais pas très bien payée au départ et peut-être que c'est parce que, par exemple, je négociais moins bien qu'un homme. Alors je j'ai jamais vérifié, mais il y a quand même des endroits où mon salaire est vite monté après pour me garder, je pense, donc c'est vrai que peut-être qu'il y avait des biais de ce genre-là, mais vraiment en ressenti, je dois dire pas vraiment. Mais je sais qu'il y a des femmes encore aujourd'hui, même des jeunes, qui le ressentent très fort, une différence. Merci. On a une nouvelle Alors, question. est-ce que c'est la situation oui, alors nous, chez B12, c'est une équipe très, très jeune, hein. Je crois que la moyenne d'âge est de 28 ans. Donc ça, c'est quand même très, très jeune par rapport à la plupart des compagnies, je pense. Et je trouve, en tout cas, au point de vue des hommes plus jeunes, je trouve qu'ils sont vraiment ils font beaucoup plus à l'inclusion et ils sont beaucoup plus ouverts à tous ces problèmes-là que des hommes peut-être plus âgés qui sont plus dans le moule, un peu plus sexiste. Je trouve que les jeunes sont beaucoup plus ont une attitude différente, en tout cas. Enfin, c'est même pas une problématique pour eux, c'est juste normal d'inclure tout le monde. Je sais pas si, Moi, j'aurais une petite question. oui. Donc, par expérience, j'ai pu constater qu'il y avait peu de femmes dans les études d'ingénieur encore maintenant. Il y en a plus maintenant que quand j'ai commencé mes études, mais il y en a encore Mmh. peu. Du coup, je me demandais comment est-ce qu'on peut faire pour attirer davantage de femmes dans la tech. Alors, je vais répondre en 2 temps, hein. Donc, chez nous, en fait, on a un peu décidé, d'abord, nous, on peut rien faire au niveau éducationnel, aussi soutenir comme Momenitech à l'ULB, on peut certainement le faire, mais on a quand même un pouvoir limité là-dessus. Donc chez B12, vraiment, on veut vraiment montrer un visage à l'extérieur, qu'on est une entreprise, là, comme le demandait Olivier, je pense, qui a dans ses valeurs l'inclusion et des femmes et de toutes les minorités possibles, que c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans nos valeurs. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire à notre niveau. Après, au niveau de l'éducation, je pense que c'est Axel Lemaire qui disait, il n'y a qu'une seule manière, c'est il faut, par exemple, subsidier plus les filles dans les STEM aux universités que les garçons, et alors on verra un changement très, très rapide. Donc vraiment qu'il y ait des décisions politiques qui avantagent grandement les universités, qui promouvent ce genre de choses. Mais je ne suis pas sûre qu'on ne soit prêt à le voir, mais ce serait bien. C'est pas, Léandro, ça répond à ta question? Oui, totalement. Euh, Les insultes sexistes, qu'est-ce qui est mis en œuvre afin de régler le problème? Quel est le processus à suivre? Alors, on a, c'est une bonne question. Alors on a, j'essaie de me souvenir comment ça s'appelle, mais on a une grille officielle d'un processus à suivre, donc il y a une personne, la personne RH qui à aller voir et il y a toute une procédure à suivre. Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Enfin, c'est jamais arrivé consciemment. Je pense que c'était des choses, c'était des problèmes de communication qui ont été très vite résolus. Donc on a voilà, typiquement, moi je suis quand même une des filles les plus âgées, si j'ose encore m'appeler une fille et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu m'en parler et qu'on a eu, c'est resté très, informel, mais il y a une procédure formelle, qui peut être engendrée si c'est vraiment grave. C'est sur une de nos pages Confluence. Je ne l'ai pas retenue par cœur, mais tout le monde sait, je saurais aller retrouver l'information. Donc il y a des processus en place pour le harcèlement. Mais je pense que c'est légal aussi, hein. C'est des choses qui sont quand même importantes à savoir. D'accord, merci beaucoup Caroline. Donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Euh, Là, je vois plus. Est-ce que voilà, s'il y a d'autres questions par la suite, parce que souvent il y a des auditeurs qui ont des questions après, et voilà, est-ce que voilà, on peut vous envoyer ces questions-là pour que si jamais vous avez des réponses à cela, Bien sûr. ça va, Vous comme ça nous pouvez mettre savons. mon adresse dans le chat si jamais, voilà. Voilà. N'hésitez pas.
Et alors, comme je pense qu'il y a des étudiants parmi vous, voilà, on est en plein période de recrutement aussi. Donc voilà, si je vous ai inspiré, n'hésitez pas à venir, à nous envoyer un petit mail. D'accord, c'est bien gentil. Ok, beaucoup, Caroline, pour cette merveilleuse présentation. Donc, on a appris quand même beaucoup de choses qu'on ignorait avant. Ah, merci, Donc, on c'est espère que cela nous sera utile prochainement dans notre future carrière. Donc, étant encore étudiant, donc on espère que cela nous sera utile. Donc, pour cela, encore une fois, tout le groupe vous remercie et surtout B12 Consulting pour cette présentation et d'avoir accepté notre invitation. merci, Donc, merci à vous de m'avoir nous invité. souhaitons une bonne après-midi. Encore merci à Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. C'était intéressant, parce que parce que quand, en fait, ça aurait été plus facile pour moi de donner un talk, plus technique, mais je sais pas, à quoi s'attendent les gens. Ça répondait à vos attentes? Oui, c'est exactement ce qu'on recherchait. Oui, D'accord. oui, c'est On aura des présentations techniques dans nos futurs événements également. Donc, on aura l'occasion de vous inviter cette fois-là dans votre domaine, D'accord. si possible. Bah oui, avec plaisir. Vous avez mon adresse maintenant, donc pas de souci. Ça merci. va. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.